Messieurs, bonsoir. 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, le Bénin attend la Sénat. Evlan, un fait politique majeur, vient bousculer cette attente. Le candidat Paul Ronkpé salue déjà la victoire de son adversaire Romuald Wadagne avant même la proclamation officielle de la Sénat, alors que les Béninois attendaient cette proclamation solennelle de la part de la Sénat. Que s'est-il passé entre-temps dans la tête de Paul Ronkpé, présidentiel 2026, premiers enseignements et décryptage des faits remarquables, c'est le thème de cette soirée spéciale sur Bénin TV. Avec nous pour décrypter ce fait majeur et en comprendre les ressorts, Rachidi Odio, observateur politique, spécialiste de la communication politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Osia Sonouvou. À vos côtés, Georges Ochéré, ancien membre de la Sénat, expert électoral, rompu à l'ingénierie électorale dont il partage l'expertise à travers la planète. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En ligne, nous aurons aussi l'intervention de trois acteurs, observateurs, scrutateurs de l'actualité politique au Bénin, mais à travers la planète. Tenez, Francis Patindé, spécialiste des sciences politiques et journaliste. Il va intervenir depuis la France. Gilles Yabi, fondateur du think tank Wachi. Il va intervenir depuis Dakar. Et puis Aziz Diomandé, il est journaliste à Infodrome d'Abidjan. C'est un média en ligne. La question toute première que je voudrais vous proposer, c'est vrai que déjà au soir de la journée d'élection, le dimanche 12 hier, donc de fortes des tendances lourdes d'ailleurs qui ont été annoncées sur ce plateau, établissaient une avancée très forte du candidat Romuald Wadagne, du duo Wadagne-Talata. En attendant que la Sénat officialise cette tendance ou pas, d'ailleurs, on reste prudent. Mais on était dans cette attente quand son challenger il sort un communiqué pour indiquer que voilà, il le salue. C'est une sorte de révérence faite déjà à une victoire. C'est la chronique d'une victoire anticipée annoncée par le challenger même. Quels sont, à vos yeux, Rachid Odio, les ressorts de cet acte politique? Je pense que depuis 2016, tout au moins, le lendemain des scrutins présidentiels se vit autrement dans notre pays. Et avec ce qu'a fait aujourd'hui Paul Ronkpé en tant que candidat au poste de président de la République, c'est encore une nouvelle étape dans ce que nous recherchons chez les compétiteurs dans une élection présidentielle, à savoir la posture républicaine en toutes circonstances, quelles que soient les convictions que l'on porte, le projet que l'on porte. Il faut penser à la République. L'attitude de Paul Ronkpé est hautement républicaine. Elle n'est pas contraire à la loi. Je pense même qu'elle est salutaire, d'autant puisque qui mieux que lui, qui a été représenté dans tous les postes de vote, peut avoir aujourd'hui une vue globale sur les tendances de ce scrutin présidentiel. Son état-major a procédé sans doute à des compilations. Entre hier et aujourd'hui, des analyses ont été faites sur les informations qui leur ont été remontées depuis le terrain. Et je pense que sur cette base-là, le candidat Paul Ronkpé a décidé d'appeler son challenger pour lui adresser ses félicitations républicaines. Autant que les félicitations adressées, son attitude est républicaine et c'est quelque chose qu'il faut davantage cultiver dans notre pays. Cela honore notre démocratie, ça grandit notre République et davantage nous pouvons être fiers de ce que nous accomplissons collectivement en tant que nation debout. Je veux demander à Georges Ochéré, qui est un expert en matière électorale, est-ce que quand même ce n'est pas prématuré de la part d'un candidat, je dis posture républicaine oblige, il a pu avoir la patience d'attendre puisque le président de la Sénat nous a annoncé une possible annonce des résultats provisoires 48 heures après. 48 heures, c'était il y a trop loin. Est-ce que Paul Ronkpé ne fauche pas ainsi l'herbe sous le pied de la Sénat? Non, je ne pense pas. Le contraire m'aurait surpris et je l'aurais taxé de naïveté politique. Il suffit de voir un peu pendant la campagne ce qui s'est passé. Moi, j'attendais de voir parce que je me disais,
ce mouvement, cet engouement derrière le candidat, le duo Wada-Talata, est-ce une adhésion de politesse, de courtoisie ou une adhésion réelle? Et on a vu un peu les premières tendances, les chiffres annoncés prouvent à merveille qu'il était parti pour l'emporter. Et si Paul Humper très tôt dit, bon, je rends le silence et j'avoue que je suis battu, c'est salutaire, mais ce n'est pas le plus important de mon point de vue. Vous verrez ailleurs des candidats, des challengers dire, reconnaître leur victoire, mais les partisans montent au créneau avec de la violence et ne sont pas d'accord. Ça a commencé hier quand des irrégularités ont été dénoncées. Et même les gens se sont très vite calmés. C'est la preuve quand même que petit à petit, le peuple béninois fait preuve de maturité politique, ce qui est contraire à ce que nous avons vu en 2019, 2020, 2021. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais ce que moi je regrette, c'est qu'après un scrutin, on ferme clic et clac, on ne se pose pas de bonnes questions. Parce que la démocratie, quel que soit le nom que vous donnez au régime politique, il y a une culture qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas aller dormir sur ses lauriers et puis après faire de grands discours, tout ça là. On travaille pour le peuple, on travaille avec le peuple et on doit travailler en tenant compte des aspirations du peuple. Et je salue cette démarche de Paul Humper, que je félicite d'ailleurs. Ça tait toute possibilité de réaction, de violence, et c'est à l'honneur de notre pays. Est-ce qu'en termes de communication politique, Rachid Diodio, vous qui en êtes un spécialiste, cette sortie anticipée du challenger Paul Humper, est-ce que ça a vertu, vocation à calmer les ardeurs éventuelles est-ce que je vais dire de représailles, mais en fait de revendications fortes de ces militants, dont certains ont commencé par annoncer des irrégularités. Enfin, ils pointaient ainsi le doigt de quelques bureaux de vote où le vote a commencé un peu plus tôt, de façon prématurée. Est-ce que c'était une stratégie en matière de communication politique pour taire un peu des élans, des ardeurs de ces militants? Ce qui est certain, c'est un communiqué dont la diffusion permet à M. Paul Humper d'engranger des points. Je pense qu'il gagne en estime auprès des Béninois, il gagne en estime et en sympathie auprès donc, de la communauté internationale, puisqu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Et l'attitude contraire a fait basculer des nations dans des conflits post-électoraux. Donc, ce qu'il a fait, c'est bien. Mais entre hier, où sur ce plateau, un de ses représentants relevait quelques irrégularités dans certains postes de vote, et aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction. D'autant puisque peut-être ces irrégularités qui ont pu être observées par les représentants du candidat Paul Humper ont été analysées par son équipe, qui en est arrivée à la conclusion qu'elles ne sont pas des natures à changer le résultat du scrutin, à entamer la sincérité et l'intégrité du vote. Et donc, en conséquence, qu'il fallait faire ce communiqué. Je pense que par rapport aux dites irrégularités, éventuellement, nous saurons ce que la Cour constitutionnelle en dira quand elle sera en position de proclamer les résultats définitifs de cette élection présidentielle. Est-ce que Georges Chéry, il n'a pas été aussi très habile? Je vais revenir à vous pour analyser le verbe politique, le verbatim politique de son communiqué. C'est vrai qu'il a fait attention à ne pas annoncer des chiffres aussi. Évidemment, ça aurait été quand même un peu maladroit de sa part. Donc, quelque part, il préserve à la Sénat, je vais dire, son privilège légal d'annoncer officiellement les résultats. Et ça, c'est un privilège qui reste attaché à la Sénat. Il s'est comporté en bon gentleman. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il pouvait? Il ne pouvait rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas occulter aussi le contexte dans lequel nous sommes. Et cela le dit, c'est faire une analyse convenable qui colle avec la réalité. Nous avons aujourd'hui au Bénin un acteur dominant, qui est le pont entre une vieille classe politique et la nouvelle qui est en train de prendre le pouvoir. Voilà, c'est quand même jeune, c'est dans la cinquantaine, c'est une nouvelle classe politique. Alors l'acteur dominant, c'est le président Patrice Talon. Il a fait avec eux, il a vu ce dont ils ont été capables, il est venu dire, bon, on peut faire autrement. Et pour faire autrement, je mets en place des réformes infrastructurelles, même si, au début, il a fait de très mauvaises communications en disant, ce ne sont pas les réalisations qui font élire. Moi, j'avais tiqué en son époque pour dire, ça va lui revenir. Mais aujourd'hui,
quels que soient les reproches qu'on lui fait par rapport aux réformes structurelles, les réformes infrastructurelles font que les Béninois sont stupéfaits et se disent, mais il fait bien, à quoi bon s'en prendre à ce que nous propose, suivons le pouvoir. C'est ce qui a fait l'engouement envers, comment on l'appelle, le duo Wadahi et Tarata. Mais qu'est-ce que Paul Okonkwo pouvait faire face à cette machine huilée, organisée du Bénin jusque dans la diaspora? Donc, ce qu'il a fait est bien et il faut souhaiter que d'autres acteurs qui voudraient aller à cette compétition-là apprennent à perdre avec dignité. Perdre avec dignité, il y a sans doute une forme d'élégance chez le challenger. Le perdant a devancé l'arbitre pour annoncer, enfin, pour laisser presque établir les résultats par avance. Mais cela pose une question fondamentale aussi sur l'expertise de la Sénat de plus en plus au fil des ans. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, avec le développement du digital, des plateformes, 24 heures, même au soir de l'élection, est-ce que c'est trop demandé à la Sénat, c'est trop demandé à la Sénat. Ah, comment ça? Ne dites pas que je prêche pour ma paroisse, pas du tout. La Sénat ne fait rien en dehors de ce que prévoit la loi. Je dis toujours que faire une élection, c'est opérationnaliser un cadre juridique des élections, dont la Constitution, le Code électoral, le Code pénal, c'est un ensemble de lois. Est-ce que la loi a prévu de recourir aux moyens digitaux à l'étape actuelle de notre développement? Non, il y a des articles précis qui en parlent. D'abord, l'établissement de la liste électorale, on a introduit l'informatique et le numérique. Et ça, c'est confié à l'ANIP. Et ça, c'est du bon travail. Le président Talon n'a fait que concrétiser quelque chose qui existait, mais que les gens, la classe politique ne voulait pas. Vous avez vu toute la bagarre qu'il y a eu autour de la LEPI. 12 ans, on n'a pas pu faire la LEPI. Il a fallu qu'une équipe arrive pour dire trop, c'est trop. Et ça a été enfin fait, mais avec quelques difficultés. Maintenant, lui, il vient. Si la loi avait prévu ces dispositions-là, et je vous rappelle, je l'avais dit hier ici, nous, à la Sénat, on a même été jusqu'en Afrique du Sud et en Corée du Sud pour faire une formation sur la digitalisation de ces genres de choses. Qui a même des appareils. Lorsqu'on finit, on renverse tous les bulletins dans l'une, on ferme, on tape sur un bouton et puis ça décompte. En une fraction de seconde, c'est que tel a eu temps, tel a eu temps. On a fait ça, c'est possible. Les partenaires peuvent nous aider. Mais pensez-vous... Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des contraintes techniques au niveau de la Sénat? C'est mental. Des contraintes techniques? C'est mental. Il n'y a pas de contraintes techniques. Oui, le Bénin, aujourd'hui, en matière informatique, a sérieusement évolué. On a tout. Mais c'est d'abord dans notre tête. C'est parce que le président Talon a réussi à dire, écoutez, j'arrête la pagaille. Allons à l'essentiel, qu'on a quelques résultats. S'il n'avait pas été aussi dur, aussi rigoureux, mais on n'aurait pas ça. Les gens vont vous dire, je donne un exemple, je l'ai donné ici hier. Lorsqu'on a voulu distribuer les formulaires de parrainage par système automatisé pour qu'il n'y ait pas d'interférence et qu'on ne puisse pas photocopier pour venir embêter la Sénat, mais les gens ont réagi et la Cour a dû faire une descente avec ses spécialistes pour s'assurer que ce que les gars ont proposé, il n'y a rien à faire. Donc, c'est le problème que nous avons. Nous avons des habitudes installées qui ne sont pas de nature à nous permettre de progresser rapidement. Et il faut quelqu'un qui ait une autorité forte. Et si vous reprenez les études nationales de perspective à long terme réalisées en 1998, les Béninois ont dit ça, qu'ils ont besoin d'un président fort, intransigeant, qui amène vers le développement. Et je crois, bon, on est dans le schéma. Maintenant, si après un scrutin comme ça, on range nos clics et claques pour aller nous coucher, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Dans le débat, moi, je vais vous dire comment régler ce problème entre un projet de société qui n'engage que celui qui a proposé sa vision au peuple et un programme d'action du gouvernement qui puisse avoir un ancrage social large. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être avec dans la suite du débat, on va en parler. Eh bien, les intervenants en ligne, les spécialistes, je veux parler de Francis Patindé, de Giliabi et d'Aziz Diomandé de l'infodrome d'Abidjan. Ils sont tous connectés. On les prend dans un instant, mais juste une petite halte sur un détail important en matière de proclamation des résultats par l'organisme qui a l'expertise, l'ingénierie électorale. Vous savez, en matière électorale, je vais parler à Rachidi Ojo, nous sommes dans le domaine de la communication, plus ça traîne, plus la rumeur enfle. Pendant que la Sénat
prend du temps à compter et faire les décomptes, la rumeur raconte des scénarios. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on sorte de cette confrontation d'une prudence juridique ou politique pour aller vraiment vers une proclamation, répondre aux attentes citoyennes, d'avoir des résultats juste après l'élection? Non, je pense que le rythme auquel nous progressons dans notre pays depuis une dizaine d'années devrait pouvoir nous rassurer de ce que l'horizon n'est pas loin par rapport à ce que vous dites. Il faut déjà prendre aujourd'hui la réalité en ce qui concerne le fichier électoral, la liste électorale, la façon dont c'est généré. Ce n'est pas ce que nous faisons dans notre pays il y a encore quelques années en arrière. Il y a que, malgré nos désirs, nous devons tenir compte de nos capacités et de nos réalités d'aujourd'hui, tout en travaillant à les améliorer, mais il ne faut pas extrapoler. La Sénat doit recevoir des cantines, parfois provenant de plus de 800 km, 900 km. Il faut que la dernière cantine arrive à la Sénat, qu'elle soit ouverte, que le dépouillement commence, avant que nous puissions parler de la proclamation des résultats provisoires. Est-ce que la Sénat a fait des biens? Et tout à l'heure, le grand frère Georges Ochéré en parlait. C'est que une digitalisation responsable des procédures, non contraire à la loi, a commencé depuis le dépôt des candidatures jusqu'à la validation des listes de candidatures. La Sénat, vous le savez très bien, a mis en place des logiciels, des applications à la disposition des partis politiques pour faire les déclarations de candidature. Donc, tout en recevant des listes de candidatures physiques, les partis politiques ont reçu des plateformes, des logiciels de la Sénat pour pouvoir renseigner, saisir directement les noms de leurs candidats. C'est pour vous dire que quelque chose a commencé. Après, nous allons continuer à accélérer la digitalisation de l'administration, la digitalisation des procédures. Je pense que les efforts que nous avons consentis, déployés ces dernières années sont suffisants pour nous rassurer de ce que dans quelques années, nous allons y arriver. Mais pour l'instant, nous nous contentons de ce que nous pouvons faire, insusceptibles de générer des contestations ou d'autres problèmes. Parce que si vous demandez à la Sénat aujourd'hui de proclamer les résultats provisoires sur la base des données qui ont été envoyées par ses représentants sur le terrain, par les coordonnateurs d'arrondissement ou leurs adjoints, les résultats bruts qui ont été envoyés à travers des canaux digitaux, de se baser uniquement sur ça pour proclamer des résultats, on peut faire face après à des surprises très désagréables. Donc il faut que nous puissions aller à notre rythme. Un bon matin, nous allons y arriver. J'en suis très sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'avis de celui qui va passer le témoin, parce que lui-même, qu'on aille franco, il a engagé des réformes audacieuses et pour faire avancer le pays sur plein de fronts. On attend de voir que les successeurs aussi en prennent la dynamique. Mais tout de suite, nous allons recevoir nos intervenants, nos autres invités en ligne. Francis Patindé est déjà prêt. Bonsoir Francis Patindé, merci de vous joindre à nous pour analyser les dernières évolutions de l'actualité électorale et politique au Bénin. Vous l'avez suivi, l'un des candidats se précipite et se présente comme carrément présente comme une sorte de défaite en annonçant, en saluant son challenger Romeo Wardani, pour ne pas le nommer. Comment analysez-vous cette posture avant même que la Sénat ne fasse une proclamation, ne serait-ce que provisoire? Ozias, je n'ai pas entendu la question parce qu'il y a des interférences. Comment analysez-vous la posture de l'un des candidats, Paul Rompouet, qui salue déjà par avance son challenger, Romeo Wardani, par rapport à la confrontation électorale à laquelle ils sont passés? D'accord. Merci. D'abord, bonsoir à tous les amis qui sont sur le plateau, qui sont ailleurs, comme Gilles à Dakar. Tout. Donc, ce que je voulais dire, c'est que
Bon, c'est intéressant ce que Paul Roupé a fait, son communiqué, il s'inscrit dans une posture républicaine, mais ce n'est en rien inédit. C'est pas du tout inédit ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça a été déjà fait au Bénin. Il me souvient que, bon, il y a 10 ans, Lionel Zissou avait tout de suite reconnu sa défaite dès que les premiers résultats tombaient. Et quelques années plus tôt, quelques quinquennats plus tôt, Adrien Roumbedi avait fait de même, si ma mémoire est bonne. Donc, partout en Afrique, au Ghana, au Cap-Vert, je ne parle pas des pays d'Afrique australe qui sont très avancés en matière électorale, ça se fait. Quand vous voyez déluge de résultats qui tombent et que vous êtes donné perdant, c'est républicain, c'est smart, c'est élégant de reconnaître tout de suite sa défaite. Ça n'obère en rien, ça n'hypothèque en rien les résultats qui seront publiés par, on va dire, le Conseil électoral de la Sénat du Bénin. Voilà, donc ça c'est un truc qui est fréquent. Même pas plus tard qu'hier, vous avez, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les élections en Hongrie, vous voyez, en Hongrie, Viktor Orban a tout de suite reconnu sa défaite sans attendre les résultats officiels. Vous voyez. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi j'ai un problème avec la Sénat du Bénin. Depuis 1991, donc au lendemain, la première élection qui a été organisée après la conférence nationale, rien ne marche vraiment. Il y a eu peut-être une embellie sur la présidence de Maître Seydou Agbantou, mais depuis ça cloche. On ne sent pas de dynamisme. On a l'impression que la Sénat est une force, une institution d'inertie. Et ça ne bouge pas. On a l'impression parce qu'ils pouvaient, ils ont les moyens aujourd'hui, les moyens techniques aujourd'hui, ils ont les moyens financiers, si je suis bien informé, pour pouvoir nous donner les résultats au plus tard à minuit ou bien le lundi. Bon, et vous me direz qu'ils sont dans les délais légaux. Je crois qu'ils ont, d'après l'agenda ou le calendrier qu'ils ont rendu public au mois d'août l'an dernier, ils ont jusqu'à demain soir pour rendre les résultats provisoires. C'est bien cela. Est-ce qu'ils le feront? Dieu seul le sait. Donc, la Sénat, on a un véritable problème. C'est une des institutions les plus lourdes de la République béninoise. Donc, il faudra, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais il faudra quand même poser cette question-là et savoir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a tant d'inertie dans cette institution. Est-ce qu'on peut comprendre aussi la légitimité de votre, si on peut le désigner ou la désigner ici, votre impatience par rapport à la proclamation des résultats, si éventuellement cela surfe sur une attente citoyenne aussi? Comment vous l'expliquez aussi, comment vous justifiez voilà, cela? Osia, c'est pas du tout une impatience. La vie moderne requiert qu'on aille vite. Oui. Et aujourd'hui, on a des outils qu'on n'avait pas au sortir de la conférence nationale, par exemple. Mais aujourd'hui, on va vite. Vous-même, sur votre téléphone, votre smartphone, vous allez très, très vite. Et le monde va vite. Il faut qu'on prenne le diapason du monde, du reste du monde. Donc, et ce n'est pas une histoire d'Européens, ce n'est pas une histoire d'Américains. C'est une histoire, il y a des pays africains où on donne les résultats tout de suite. Et je vais vous donner, par rapport à la première question, et je me souviens qu'au Cap-Vert, j'étais là-bas comme journaliste, au Cap-Vert, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une élection et 12 malheureuses voix seulement séparaient les deux candidats. Et pourtant, celui qui a perdu a souhaité bon vent, a souhaité bonne chance aux gagnants. Vous voyez, 12 voix. Et tout le monde, partout ailleurs dans le monde, on aurait contesté. C'est vrai qu'au début, il voulait porter plainte, il voulait faire une action en justice, mais il a souhaité 12 voix, c'est pareil. Donc, on peut aller vite dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y avait deux candidats, il y avait donc deux duos en face au Bénin. Il y a un candidat qui est assez... qui avait beaucoup plus de chance. Nous, on n'était pas dupes, qu'il y avait un duo qui avait l'avantage sur l'autre, et bien évidemment. Donc, il se trouve que M. Roupé reconnaît tout de suite qu'il ne fait pas le poids, contrairement à ce qu'il a dit, bon, c'était un match gagné à l'avance par M. Wadani. On va en analyser les ressorts dans un second souffle, dans un second temps.
C'est vrai que plus le temps long en matière de proclamation des résultats fait le lit à des suspicions. On va demander l'avis de M. Gilles Yabi de Dakar ou peut-être d'Aziz Diomandé d'Abidjan, selon celui qui est prêt à prendre la parole pour nous dire comment il analyse en fait cette évolution de l'actualité électorale au Bénin. Gilles Yabi. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, cher ami Francis Kpatindé et à vous tous sur le plateau. Je crois que sur la réaction du candidat Oupé, il n'y a pas vraiment... il n'y a rien à ajouter à ce que Francis Kpatindé vient de dire. C'est plutôt élégant. Ce n'est pas spécifique au Bénin. On peut effectivement accepter, concéder une défaite avant même l'annonce des résultats provisoires. Mais je pense aussi que ce qui a été dit peut-être un peu rapidement sur le contexte de cette élection est aussi vrai, c'est-à-dire que je crois qu'il y a très peu de personnes au Bénin qui estimaient qu'on avait une compétition réelle, en tout cas avec un suspense. Je crois qu'on voyait bien la disproportion de moyens déployés pendant la campagne, mais aussi avant ça, le fait que le candidat Oupé a pu se présenter quand même en franchissant l'obstacle des parrainages parce que le camp présidentiel l'a voulu. C'est une réalité factuelle. Donc, il faut quand même aussi le reconnaître. Et par rapport au délai d'annonce des résultats, la commission électorale, oui, je pense, comme Francis Kpatindé, qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et quand on va vite, en fait, on rappelle à tout le monde qu'une élection, c'est en fait, c'est pas très compliqué, c'est de l'arithmétique, on compte les voix. En réalité, aujourd'hui, sur le continent africain, on est arrivé à tel point de manipulation des résultats qu'on oublie parfois qu'une élection, c'est pas très compliqué lorsqu'il y a de la bonne foi et qu'on n'a pas envie de frauder. Évidemment, les résultats vite annoncés, ça rassure tout le monde. Et je vis aussi dans un pays, le Sénégal, où lorsqu'il y a une élection, généralement, on a des résultats, des indications très rapidement dans la soirée électorale. Et en fait, quelques heures après, c'est déjà assez clair pour tout le monde qui a gagné. Évidemment, lorsque les résultats sont serrés, on doit être plus prudent. Mais dans le cas du Bénin, il y avait deux tickets et à nouveau très peu d'incertitudes. Et on pouvait s'attendre effectivement à des résultats annoncés plus rapidement. Mais je crois, pour terminer sur ce point, que ce n'est pas simplement la commission électorale qu'il faut regarder, c'est l'ensemble de notre dispositif institutionnel. Moi, je pense que, évidemment, animant un think tank, une plateforme de réflexion sur l'Afrique de l'Ouest, j'estime qu'on ne peut pas refuser d'apprendre les uns des autres et de regarder là où ça fonctionne mieux sur le plan institutionnel. Et je crois beaucoup à des commissions électorales réellement indépendantes, techniques, avec voilà, une architecture beaucoup plus robuste et des conditions d'indépendance, y compris budgétaires, beaucoup plus renforcées. On le voit notamment dans des pays comme le Ghana, où il y a, malgré ce qui fonctionne déjà, un travail de réflexion permanente pour améliorer les institutions. Je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de ce qu'on connaît et qu'on regarde à nouveau aussi plus largement dans notre région ouest africaine et au-delà, s'inspirer de ce qui fonctionne si on veut vraiment construire des institutions démocratiques et maintenir l'état de droit. Il y avait une deuxième question, puisque vous l'avez évoqué, la question d'une élection qui semblait, un scénario qui semblait écrit d'avance. Parlant de ce que vous considérez sans doute comme une dynamique électorale quasiment inéluctable, vous, dans le think tank, analyse les dynamiques démocratiques et politiques en Afrique de l'Ouest. Comment analysez-vous, qu'est-ce qu'il y a comme ressort derrière ce que vous considérez justement comme voilà, quelque chose de plié d'avance, une dynamique électorale qui inéluctable? Oui, je pense qu'elle était inéluctable parce que le champ politique a été profondément remanié pendant les deux mandats du président Talon sur la base d'un diagnostic. J'ai souvent rappelé que ce diagnostic était assez largement juste sur le fait de dire qu'il y avait des choses à corriger dans le fonctionnement de la démocratie béninoise depuis la conférence nationale. Mais par contre, je pense que les réponses qui ont été apportées, finalement, ont conduit à un rétrécissement tel de l'espace politique que cela conduit aussi en réalité quand même à menacer la liberté de choix des citoyens, qui est quand même un des piliers de la démocratie. Et je pense qu'il est toujours bon de rappeler, dans un moment où
on contexte beaucoup, un peu partout, et pas seulement d'ailleurs sur le continent, les piliers de la démocratie, que les piliers, c'est simplement le fait de dire qu'il doit y avoir un lien de redevabilité entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Après, les formes, comment est-ce qu'on opère cela? Tous les pays peuvent faire preuve d'innovation, de créativité. Personne ne nous oblige à copier des modèles. Mais je crois que les piliers, par contre, c'est très important. Et je pense qu'il faut aussi rappeler que ce pilier va avec l'état de droit, avec le fait de dire que, en fait, l'espace de liberté, qui ne se limite pas aux libertés politiques, il est aussi conditionné par le fait d'avoir ce rapport entre ceux qui gouvernent et ceux qui ne sont pas gouvernés. Parce que lorsque vous n'avez pas ce rapport, il n'y a aucune raison, en fait, qu'on vous garantisse aussi des libertés individuelles et des libertés collectives. Donc là où moi je suis quand même, je reste un peu inquiet par rapport à la trajectoire du Bénin, tout en reconnaissant tout ce qui a été fait de positif sur le plan économique, infrastructurel et sur le plan de la modernisation aussi d'ailleurs de l'administration, c'est qu'aujourd'hui c'est un peu comme si on devrait faire une sorte de choix entre le maintien des piliers de la démocratie et de l'état de droit issus de la conférence nationale et une trajectoire de développement économique et social. Et je pense que la meilleure réponse à cela, c'est ce qu'un économiste indien, Amartya Sen, a montré, c'est que le développement lui-même, en fait, inclut la liberté. On ne peut pas isoler la liberté dont disposent les individus de leurs besoins de bien-être matériel. Je crois qu'au Bénin, on doit faire attention à cela. Est-ce que vous laissez une place dans vos analyses, dans vos perspectives aux facteurs du vote utile dans ce qui survient au Bénin, dans l'évolution électorale? Oui, en fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Je ne suis pas en train de commenter le résultat de l'élection et je pense à nouveau qu'il y a au moins deux bonnes nouvelles avec l'élection au Bénin. La première, c'est que alors que dans beaucoup de pays de la région, parfois on rejette clairement la démocratie ou dans d'autres on manipule la constitution pour rester au pouvoir, le président Talon respecte la limitation de mandat, l'esprit et la lettre de la constitution et c'est dans le contexte à nouveau africain et même quasiment mondial actuel, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que celui qui sera très probablement notre président, le président du Bénin, a d'excellente qualité, il est préparé à la fonction, il a exercé une fonction très importante pendant 10 ans, il est déterminé, il est aussi relativement jeune, ce qui est une bonne nouvelle par rapport à ce qui se passe sur le continent. Mais je dis qu'on ne doit pas s'arrêter à cela. Lorsqu'on anime en particulier une plateforme de réflexion, on doit pousser toujours à faire mieux. Et faire mieux, c'est aujourd'hui faire attention quand même aux menaces sécuritaires qui sont importantes au nord de notre pays et qui sont connectées aussi à l'environnement régional et faire attention aux besoins d'unité nationale qui passent par une représentation de la diversité et aussi des voix qui ne sont pas totalement adossées au pouvoir présidentiel. C'est important de rappeler quand même qu'on n'a aucun député, disons, de l'opposition et aucun conseiller communal qui soit de l'opposition. Donc ce n'est pas une forme c'est pas l'opposition qui est importante, c'est la diversité, c'est le fait de permettre à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent au Bénin, d'avoir le sentiment d'être représentés et d'avoir le sentiment de jouer un rôle aussi dans l'animation de la vie politique de leur pays. Merci beaucoup, Gilles Yabi. Merci de rester avec nous pour un autre pan de l'analyse que nous faisons de l'évolution électorale, de l'actualité électorale au Bénin. On va prendre Aziz Diomandé de Infodrome, c'est un média en ligne à Abidjan. Bonsoir Aziz. Comment s'apprécie justement ce qui s'est passé aujourd'hui au Bénin? L'un des candidats qui déjà se présente quasiment comme perdant en reconnaissant, en saluant la victoire anticipée de son challenger. Aziz. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On vous reçoit très bien, Aziz. D'accord. Alors, il faut dire que ce que l'adversaire de Romuald Wadagni a posé comme acte, ça fait partie de la déontologie même de la démocratie. Parce que cette élection, on a deux candidats qui s'affrontent. Ça aurait pu être 4, 6. Les autres allaient, lui, en donnant l'exemple, ça allait amener les autres à suivre sa démarche, seul dans l'optique de rassurer les concitoyens qu'une élection peut se faire sans débordement et qu'on peut perdre et reconnaître que les urnes ne nous ont pas donné satisfaction et engager maintenant des réformes pour pouvoir affronter des échéances électorales à venir.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est joué au Bénin au détour de cette élection, voilà, une confrontation entre un bilan et puis la promesse d'une alternance? Il faut prendre, je prends l'exemple immédiat qui, au Cameroun, en octobre passé, il y a eu des élections. Voilà, quand on prend le cas de Issa Chiroma Bakari, parce que la commission électorale tardait à donner les résultats directement, il s'est autoproclamé depuis sa localité. Donc, il faut dire que cette élection s'est déroulée dans un contexte où il y a peu d'enjeux. Et ce n'est pas le candidat malheureux qui va contribuer à créer, j'allais dire, de l'incertitude autour de cette élection, parce que les Béninois viennent de voter rien qu'en janvier, ils y retournent, ils vont dans les urnes. Cette fois-ci, j'ai vu à Abidjan de l'engouement, des vieilles personnes, Justement, des parlez-nous de primo-votants. ce que vous avez vu au niveau des bureaux de vote ouverts à Abidjan, pas moins de 22. Et avant qu'on préparait cette émission, vous m'avez dit que vous étiez particulièrement impressionné par la mobilisation des Béninois autour de ce scrutin présidentiel et vous posiez des questions sur les enjeux attachés à ce scrutin présidentiel au Bénin. Alors, à Abidjan, particulièrement comme les élections des autres pays, nous participons, l'Infodrome participe à la journée électorale, souvent même au dépouillement. Alors, à Abidjan particulièrement, c'est au consulat que les Béninois ont voté. En gros, 12 920 électeurs inscrits, répartis à travers 22 postes de vote. Et ce qu'on remarquait dès les premières heures, c'est des bus qui amenaient les électeurs et chacun se pressait de retrouver très sportivement son bureau de vote et la joie de pouvoir glisser enfin son bulletin dans l'urne. Et quand on fait les interviews à la sortie, nous tombons sur des Béninois, hein, ça fait chaud au cœur. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont grandi ici, c'est leur première fois de voter. C'est un rêve qui se réalise pour eux. Et donc, c'est grand. Se déplacer de commune en commune pour venir voter, c'est grand pour eux, c'est même immense. Et dans la foulée, nous avons aussi rencontré un Béninois du 3e âge qui nous rassure qu'il a toujours voté aux élections. Et cette fois-ci encore, c'est un plaisir pour lui de venir donner l'exemple. Parce que pour lui, on ne peut accompagner son pays que par l'urne. Très bien. Merci beaucoup Aziz pour ce témoignage. Merci de rester avec nous pour la suite, pour aller un peu en profondeur sur les questions d'analyse. Je reviens sur ce plateau pour interroger justement Rachid Diodio et Georges Chéry sur ce que vous considérez comme les fondamentaux, les déterminants, d'accord, de la dynamique qu'on a eu, cette grosse vague de tendances favorables au candidat Ouaddagne. Sur quoi repose, selon vous, cette tendance et cette appétence aussi des Béninois qui, à la faveur de ce scrutin, on a vu une remobilisation massive en fait des électeurs à la faveur de ce scrutin présidentiel autour duquel, il faut avouer, sur les réseaux sociaux, il y avait quand même des voix qui se levaient pour créer du catastrophisme, pour inciter à ne pas aller aux urnes. Mais pourtant, voilà ce qu'on a à l'arrivée. Et à l'arrivée, le challenger du candidat soutenu par le camp au pouvoir qui s'empresse de reconnaître littéralement qu'il a perdu. Comment analysez-vous la dynamique favorable justement au candidat du camp au pouvoir? Vous permettez, est-ce que je peux réagir bien par sûr, rapport, bien sûr. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai constaté que parmi les intervenants que nous avons eus à distance, le doyen Francis Patindé, tout à fait, M. Gilles Gabi, et puis maintenant Aziz Diomandé de l'Infodrome d'Abidjan. Parfois, à distance, j'ai le sentiment qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à ce qui se fait à l'interne. D'abord, en ce qui concerne la Sénat, bon, je pense que le frère Georges est bien placé plus que moi pour en parler. Non, la Sénat que nous avons aujourd'hui en 2026 n'est pas la Sénat d'il y a 10 ans, même d'il y a 7 ans. Il y a eu une réforme de la Sénat
qui a permis de séparer les fonctions politiques ou les fonctions de supervision des fonctions techniques. Et c'est le souci de faire en sorte que nous ayons une Sénat plus indépendante qui a conduit à cette réforme. Mais après, on attend de la performance aussi. La performance, c'est plusieurs facteurs. C'est très important de pouvoir le rappeler de pareilles circonstances. Il y a le Conseil électoral, il y a la Direction générale des élections et les DGE. Et tous ces directeurs techniques ont été recrutés sur appel à candidature. Ce sont des garanties d'indépendance, il faut le dire. Et de professionnalisation. Mais après l'indépendance aussi, c'est dans la tête. Et c'est dans la perception que chaque responsable a de sa mission. Donc, nous avons fait ces réformes pour avoir une Sénat performante. Ce qu'on demande, moi je dis on va y arriver. Parce que même hier soir, lorsque nous étions à la soirée électorale du candidat Romuald Wadagni, ce qui a manqué, ce sont les résultats. Les résultats auraient pu donner encore un sens à cette soirée électorale. Mais ce n'est pas qu'à cette étape, la Sénat n'a pas déjà une idée à peu près des résultats. Les résultats ont été envoyés directement par les On a compris le sens de votre propos, parce que le temps file, on a compris. Mais pour proclamer les résultats officiels, il faut pouvoir dépouiller conformément aux dispositions légales. Ça on l'a compris. Alors, en ce qui concerne la mobilisation, non, cela est lié au caractère unique de la candidature de M. Romuald Wadagni. Le caractère rassembleur, le caractère consensuel de cette candidature. C'est quelque chose que nous n'avons pas vous voulez dire dans son camp? Au-delà même de son camp. Non, vous n'avez pas de candidature unique, donc c'est dans son camp. Non, je parle du caractère unique. Ce n'est pas le fait que ce n'est pas une candidature unique. C'est pour dire c'est quelque chose que nous n'avons pas connu par le passé. C'est l'idée que je veux transmettre. Alors, quand vous revisitez notre parcours, vous n'allez pas voir une candidature de cette histoire. Même les personnes qui se sont opposées à la gouvernance du président Patrice Talon pendant 10 ans se sont ralliés à cette candidature. Même les acteurs publics politiques qui ont contesté les réformes, qui ont résisté aux réformes, ont pu se rallier. Qu'est-ce qui lui a valu cet attrait, en dehors de ce que vous évoquez? Les idées qu'il met en avant. D'abord, quand il a été désigné, il n'a pas voulu être seulement le candidat de la majorité présidentielle. Le 4 octobre 2025, il a dit « Je serai le candidat de toutes les Béninoises et de tous les Béninois ». Oui, mais ça, c'est une formule. Bon. Au-delà de la formule, c'est qu'il a organisé sa candidature à ce qu'il en soit ainsi. Parce qu'on peut proclamer et les actes que l'on pose peuvent être parfaitement contraires à ce que l'on veut faire. Alors, il a travaillé, à vos yeux, les actes fédérateurs sur le terrain du candidat Wadagni pour susciter de l'intérêt au-delà du camp présidentiel qu'il porte? Il a tendu la main à tout le monde. Il a eu une oreille attentive et il a surtout tenu compte des reproches qui sont faits à la gouvernance à laquelle il a appartenu. La demande sociale qui n'a pu être satisfaite pendant 10 ans, la partie de cette demande a trouvé un écho dans son projet de société. Quand vous prenez le projet de société, qu'est-ce que vous lisez? Pilier numéro 1. On ne va pas rentrer. Hélas, d'accord. Okay. Donc c'est pour on ne va pas refaire la campagne. Donc, non. C'est juste pour pointer les indicateurs de ce qui peut expliquer ce raz-de-marée qu'on est en train de voir à travers les tendances favorables au candidat. C'est parce que la candidature a un caractère rassembleur et transcende tous les clivages. Sa prédisposition psychologique à pouvoir travailler avec tout le monde. Et il n'est pas resté dans l'esprit de quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il y a eu d'insuffisance ou d'imperfection. Il a même dit que des erreurs ont été commises. Et ces erreurs seront corrigées les 7 prochaines années. Vous pensez que le peuple électeur a été sensible à cette forme de sincérité de la parole politique? À cette forme de sincérité. En tout cas, de l'homme qui veut investir. À une campagne présidentielle sans démagogie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été promis durant cette campagne électorale qu'il ne soit en mesure de faire. Ce qu'il ne veut pas faire, il dit « je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas possible, parce que ça ne vous arrangera pas, parce que ce ne sera pas de l'intérêt national de le faire ». Donc en tant que communicant politique, vous considérez que la parole aussi électorale proposée par le candidat Wadagni, sa sincérité a eu un impact sur les Béninois et les Béninoises un peu partout, son ouverture, cela a joué. Sa sincérité, son ouverture, et puis un élément très important. Et on finit là-dessus pour passer la parole à M. Il a récolté aussi les dividendes, on peut dire,
des bienfaits à l'actif de son géniteur. Le poids du bilan. Non, il y a le bilan. Ah d'accord, pardon, vous voulez parler de... Il y a le bilan, incontestablement, parce que toutes les personnes qui ont pu approuver les réformes politiques, les résultats au terme des 10 années de la gouvernance du président Patrice Talon ont marqué leur accord à son projet de société. Mais il y a aussi lui-même personnellement... moi, j'ai suivi le candidat Romuald Ouaddaï durant cette campagne présidentielle et j'ai pu entendre des témoignages qui sont suffisants pour déterminer des centaines de milliers de personnes à râler sa candidature et à pouvoir voter pour lui. Ça aussi, ça Cela renvoie à sa qualité personnelle, à ses qualités, je voulais dire. Et à ce que son feu père Nestor Ouaddaï a eu à faire, je pense qu'il en a beaucoup profité. Il en a bénéficié aussi de l'héritage moral. Mais merci beaucoup, Georges Chéré. Sur la même question, selon vous, qu'est-ce qui a été déterminant pour créer ce que je vais appeler cette vague de la Wadamania? D'abord, il faut comprendre le contexte. L'avantage de Ouaddaï, c'est qu'il a un vrai parrain. Au-delà des parrains qui ont permis de faire valider sa candidature, son vrai parrain, c'est le président Patrice Talon. J'ai souvent l'habitude de dire à quelques amis, Talon est comme un dieu. Il est à la fois haï et aimé. Il faut être Dieu pour bénéficier de ça. Quand il s'agit de la rigueur, de la limitation du champ des libertés, il est haï. Mais quand on regarde ces réformes infrastructurelles, les routes qui ont été reprises, reprofilées, un certain nombre de choses. J'ai vu un parent dont l'enfant est tombé dans un fossé et qui s'est brisé la jambe. Mais que plus tard, on a vu que devant leur devanture, ça a été repris. Certains disaient que c'est du gâchis, mais ce parent-là n'a pas vu ça comme un gâchis. Le travail avait été mal fait. Et le travail est en train d'être repris. En plus, il a donné la preuve que quand il promet, il fait. Et c'est ça qui le caractérise. Il ne ment pas. Il dit ce qu'il veut faire et il le fait. Donc, voilà, il bénéficie de ça. De ce crédit-là. De ce crédit-là. Autre chose, c'est que s'il y avait eu 4, 5, 6 duos, il n'aurait, comment on l'appelle, Hunkwa n'aurait pas pu faire cette déclaration. Il aurait été obligé d'attendre que l'autre ait plus de 50%, que lui soit un deuxième plus ou moins pour le faire. Donc, le contexte lui-même est dans... Mais cet engouement est un avertissement pour Ouaddaï. Il n'a pas le droit de décevoir les gens. S'il déçoit les gens, on ne renouvelle pas 2 fois la confiance. Quand tu perds la confiance de quelqu'un une seule fois, tu perds. Parce qu'il a dit des choses, et tout à l'heure, M. Odio l'a dit. Il a dit des choses justes. Il a même parlé de la crise Bénin-Niger. Et je vous assure que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Béninois. Absolument. Parce qu'il y a une certaine affinité entre les deux peuples. Et il dit, maintenant que le pouvoir change, qu'il faut repartir. Et ça fait effet au Nord. Je sais que ça fait effet au Nord. Donc, maintenant, il est face à une situation où il n'a pas le droit de décevoir. Mais comment doit-il se comporter pour ne pas décevoir? Et je vais en profiter pour parler de la Sénat. Il ne faut pas, après les élections, je le dis, ranger les clics et claques. Si à Parakou, Ouaddaï fait 20%, il ne faut pas qu'il dorme. Il faut que les partis qui le soutiennent organisent, avec l'appui peut-être de l'Institut de la statistique et de la démographie, pourquoi, avec une enquête sociale, qu'est-ce qu'il reproche? Ce sont ces éléments, cette enquête de terrain, cette enquête sociale qui va lui permettre de transformer son projet de société en programme d'action du gouvernement parce qu'il aurait intégré à sa vision les attentes des populations. S'il ne fait pas ça et qu'il passe juste sur sa vision, il va travailler pour les Béninois qui le soutiennent alors qu'il a promis qu'il est l'élu de tous les Béninois. La Sénat, oui, je disais tantôt qu'on ne peut pas faire une élection et faire ce qu'on veut. Il y a une disposition, je crois que c'est l'article 38, qui dit les moyens de transport et de transmission des résultats sont de la compétence, leur choix est de la compétence exclusive de la Sénat. C'est ça. Maintenant, il faut comprendre, est-ce que les acteurs ont compris ce qu'on veut dire par là? S'ils ont compris, à partir du moment où on leur donne la possibilité, par cet article, de choisir, ils peuvent dématérialiser suffisamment la chose pour que ça aille plus vite. Je vous dis aujourd'hui, d'ailleurs, un spécialiste a dit non, cessez de dire qu'on n'a pas, le Bénin n'a pas les moyens. N'importe qui au Bénin aujourd'hui, avec son petit téléphone, peut appeler n'importe où, de n'importe quelle zone. À partir de ce moment où mon smartphone me permet, si je suis à Tchoumi, de joindre les gens, c'est qu'on peut le faire. Il faut en avoir
la volonté, s'y prendre à temps, amener les spécialistes pour étudier la situation. Regardez aujourd'hui ce qu'on peut faire. On peut se marier par son téléphone portable, avoir son acte de naissance par son téléphone portable. C'est vrai que le digital pousse à des extrêmes aussi. Hein. Donc, tout est possible. C'est une question de volonté et il faut s'asseoir, faire une évaluation qui ne consiste du post-électoral, qui ne consiste pas à interroger quelques acteurs, quelques grands acteurs de la société civile. C'est le citoyen qu'il faut interroger et c'est ça même la démocratie. Je voudrais demander une indulgence à la régie et aux responsables des programmes pour grappiller encore quelques petites minutes, le temps de faire réagir, de faire un tour de table au niveau en ligne, au niveau de nos invités en ligne. On peut commencer par Francis. Est-ce qu'il partage les analyses qui ont été faites sur ce plateau par rapport au ressort de la Wadamania, ce que j'appelle la Wadamania, la vague Wadamania? Oui, alors le profil de M. Wadani est très, très intéressant. Moi, ça m'interpelle à plusieurs niveaux. Par exemple, c'est quelqu'un qui a été ministre pendant 2 quinquennats, une décennie. Il a été la cheville ouvrière des réformes et de l'embellie économique actuelle du Bénin, aux côtés, naturellement, sur les instructions du président Patrice Talon. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et voilà, moi j'ai creusé, et c'est le premier président dans l'histoire du Dahomey Bénin né après l'indépendance. OK? Et donc, pendant la conférence nationale, il avait 14 ans. Moi, j'étais à la conférence nationale, et comme journaliste, certes, mais M. Wadani avait 14 ans. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. Je crois qu'il incarne un dynamisme, il incarne ce qui peut être un renouveau. Il a promis d'apporter des correctifs à la gouvernance du président Patrice Talon, à qui il doit beaucoup. Vous voyez? Donc, mais il y a un point qui me gêne aussi et que je voudrais relever quand même, c'est la longueur du mandat. Le mandat, on est passé du quinquennat au septennat. Et septennat, s'il fait 2 mandats, ça fait 14 ans. 14 ans, ça fait un mandat et demi de plus que les présidents du Nigeria et du Ghana, par exemple. Vous voyez? Et dernier point sur la durée du mandat, vous savez, et le Bénin est en mauvaise compagnie pour le septennat. Parce qu'en Afrique, quels sont les pays qui ont le septennat? Le Cameroun, le Tchad, la Guinée, le Gabon, la Centrafrique. Donc, on n'est pas vraiment en bonne compagnie. Et donc, ce serait bien, moi je pense que le quinquennat était correct, 2 quinquennats, ça fait 10 ans. Le président Talon, en 10 ans, a pu faire beaucoup de choses pour le Bénin. Toutes les réformes entreprises, toutes les infrastructures construites, les musées, les parcs, les arbres plantés, tout ça, ça a été fait en 10 ans. Encore que dans les 10 ans, il faut retrancher 2 ou 3 ans, les 2-3 premières années de sa gouvernance, où il avait pas mal de problèmes. Donc, en 7 ans, il a pu faire tout ça. Je pense que le président Wadani pouvait, en 10 ans également, en 5 ans ou 10 ans, faire peut-être autant, sinon mieux que le président Patrice Talon. C'est un long débat. On va y revenir. On ne va pas finir de débattre sur ces questions de mandat, du calibrage du mandat à 5 ans ou 7 ans, quinquennat, septennat. C'est votre avis. Il y a ceux qui analysent et puis il y a ceux qui sont à l'action aussi. On verra à l'aune des résultats qu'on aura à réaliser ou obtenir avec le septennat du prochain président de la République. Je reste prudent en attendant que les instances officielles annoncent le candidat qui aura remporté l'élection. Si Aziz Diomandé, j'ai appris que Diomandé est avec nous, qui partage aussi avec nous ses sentiments, ses analyses, en fait, comment il perçoit la candidature de Wadani, le personnage de Wadani et puis cette vague de Wadamania. Bon, apparemment, il n'est pas. Souci de connexion, c'est pareil pour Gilles. Oui, quelques soucis techniques. Désolé. On va les reprendre dans une autre séquence d'analyse parce que ça vient que de commencer. Une élection, c'est un vote, mais ce sont aussi des gestes politiques après. Et le geste opéré aujourd'hui par le candidat Paul Rompé est plein de sens, c'est chargé de symboles. C'est un signal aussi pour indiquer la marche, l'inclination démocratique que prend de plus en plus, le pli démocratique que prend de plus en plus le Bénin, qui est réputé depuis bientôt quelques décennies, après ses premières heures d'après-indépendance, après sa redoutable réputation de pays à coup d'État, à instaurer une stabilité qui dure dans le temps avec des gestes politiques aussi forts et élégants, tels que vous l'avez relevé.
du challenger Paul Rompin ce soir. Merci beaucoup d'être passé pour analyser à chaud déjà ces gestes politiques. On reviendra en profondeur après la proclamation des résultats sur le poids du prochain président de la République sur les promesses faites et sur la gestion de ce pays-là au regard de la dynamique qui a été créée jusque-là. Merci d'être passé. Merci beaucoup à Gilles Yabi de Ouachi, qui est intervenu depuis Dakar, à Aziz Diomandé de Infodrome d'Abidjan, et merci beaucoup à Francis Patindé, journaliste mais aussi spécialiste de sciences politiques. Merci pour vos témoignages, merci pour vos analyses. Et on se retrouve très vite pour analyser l'actualité politique évoluante au Bénin.